Le mouvement d'Amir a pondu, entre guillemets, un mémorandum, en tout cas par rapport à la situation du moment. Donc le débat d'aujourd'hui avec vous, Mohamed Moussa tombe à pic, comme on dit, parce qu'on va parler de reprise d'activité, on va parler de loi finance rectificative, on va parler de financement aussi, qui reposerait sur un emprunt, une dette assez conséquente. Et dans un troisième temps, quel secteur pourrait tirer notre croissance demain? Avec plaisir. Voilà, Vaste le projet. menu du jour. Mohamed Moussa sur la reprise d'activité. Difficile à estimer, à évaluer, à mesurer. Voilà, c'est le sentiment en tout cas qui m'habite. Est-ce que c'est un sentiment légitime ou pas? Tout à fait fondé. J'en veux pour preuve le fait que nous sommes aujourd'hui le 30 juin, c'est-à-dire plus de 3 mois et demi après le prononcé de l'état d'urgence sanitaire et le confinement. Nous avons déconfiné il y a à peu près une semaine, une dizaine de jours, et nous n'avons toujours pas de visibilité sur notre loi de finances rectificative. C'est dire la complexité de l'exercice, et c'est dire aussi la nécessité d'avoir cette visibilité sans plus tarder. Je rappelle simplement que tous les pays de la planète ont été exposés aux mêmes problématiques de visibilité sur les conditions de reprise de l'activité économique, parce que l'écrasante majorité des pays ont décidé de confiner, comme le nôtre. Et aujourd'hui encore, les débats en libre cours sur les perspectives de reprise, de croissance. Est-ce que la croissance sera en V? Est-ce qu'elle sera plate? Est-ce qu'elle sera molle? Est-ce qu'elle sera chaotique? Personne n'a la vérité absolue ni la vérité infuse. En même temps, quand on a vu tous les modèles mathématiques qu'il y a pu y avoir durant l'expansion du Covid-19 à travers le monde, on s'est rendu compte que tous les modèles mathématiques s'étaient plantés, s'étaient trompés sur les projections. Donc je me dis, par la force des choses. Au niveau économique aussi, ça risque d'être un peu la même chose, non? Certainement. Il faut vraiment raison garder, être très prudent, très modeste en la matière. C'est vrai que les modèles de projection statistiques de la propagation de la pandémie et des taux de létalité ont pu être totalement contredits par la réalité des chiffres, parce qu'en réalité, c'est lié aux politiques sanitaires et aux politiques sécuritaires qui sont mises en place. De la même manière, les projections économiques dépendront pour l'essentiel des politiques que nous mettrons en œuvre. Il faut avoir en la matière beaucoup de modestie, mais en même temps beaucoup de volontarisme et beaucoup d'ambition. Il n'y a pas de solution uniforme qui peut être appliquée à l'ensemble de l'économie générale. Il faut qu'il y ait des solutions adaptées aux réalités concrètes des secteurs, des filières, des territoires, des territoires, des couches sociales. Donc il faut des réponses différenciées, agiles, adaptées, des réponses intelligentes par rapport à la complexité de la situation. Mais ce qu'il faudrait noter, c'est que la reprise de l'activité aujourd'hui, puis demain la relance de l'activité, seront et sont étroitement liées à la pertinence des décisions qui ont été prises, des décisions de politique économique essentiellement, qui ont été prises pendant la période du confinement. Cette période où on a mis entre parenthèses notre économie, nous avons pris un certain nombre de décisions, certaines allaient dans le bon sens, d'autres pas vraiment, et enfin beaucoup manqué dans la batterie des décisions du gouvernement. Et donc mieux on a géré cette période du confinement d'un point de vue économique et social, mieux on est préparé pour réussir la relance, pour réussir le redémarrage, puis la relance. Donc ça veut dire qu'au-dessus de tout ça, en tout cas, il y a la question de l'emploi qui terrorise aujourd'hui beaucoup de nos compatriotes. À juste titre. Voilà, donc d'un côté, c'est faillite d'entreprise, en tout cas difficulté pour les entreprises ou certaines entreprises de repartir, voire de survivre. Et de l'autre côté, des salariés qui ont peur de perdre leur emploi. Et je n'oublie pas non plus, parce que c'est extrêmement important, de parler de ces jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi en septembre. Et comme chaque année d'ailleurs. Voilà, comme chaque année. Et ils seront extrêmement nombreux, comme chaque année depuis quelques années. Et ils trouveront un contexte encore plus déprimé que d'habitude. Sur l'emploi aujourd'hui, qui est une des principales préoccupations, entre ceux qui considèrent qu'effectivement, il faut trouver absolument une solution pour préserver le maximum d'emplois dans le privé, puisque les fonctionnaires, ils ont un emploi à vie, donc ils ne sont pas concernés. Parce qu'ils n'ont même pas été impactés par le confinement, puisqu'ils ont été, leurs salaires ont été virés, puis ils ont pu, de toute façon, ou travailler au bureau, ou en télétravail. Par contre, dans le secteur privé, c'est différent. Aujourd'hui, est-ce que pour vous, vous considérez qu'effectivement, il y a une tension majeure sur l'emploi avec des risques de licenciement massif? Absolument. D'abord, il faut surtout pas monter les Marocains les uns contre les autres et dire que certains sont privilégiés parce qu'ils sont fonctionnaires et d'autres ne le sont pas. La réalité du confinement pour les salariés du public et du salarié du privé, c'est différent, on est bien d'accord? C'est une réalité qui n'est pas marocaine, c'est une réalité planétaire. Oui. Le fonctionnaire chinois, américain, anglais, français, allemand ou marocain ont eu une certaine sécurité d'emploi parce que les États ne sont pas susceptibles d'être déclarés comme étant faillis,
alors que les opérateurs du secteur privé, évidemment, sont exposés à la faillite. Donc je veux simplement dire que cette spécificité n'est pas caractéristique de l'administration marocaine, c'est le cas de tout le monde. Donc ne montons pas les Marocains les uns contre les autres, mais plutôt essayons de démultiplier nos efforts en commun pour faire en sorte que notre économie soit en meilleure santé, surtout après ce choc planétaire sans commune mesure depuis plus d'un siècle. Deuxièmement, évidemment, l'emploi doit être la première des préoccupations. Est-ce que pour vous, il y a une menace réelle aujourd'hui? Mais tout à fait. Tout à fait, mais pour pouvoir essayer d'expliquer pourquoi il y a une menace réelle sur l'emploi, il faudrait d'abord remonter aux décisions qui ont été prises pendant la période du confinement et celles qui préparent la reprise de l'activité et demain, j'espère, la relance. Essentiellement, on a gagné du temps pendant cette période de confinement. On a essayé d'éviter à nos entreprises, et en particulier aux plus fragiles d'entre elles, les TPE et aussi les PME dans une certaine mesure, on a essayé de leur éviter la mort subite, la crise cardiaque. Et comment on a fait? On a d'une part prorogé ou différé les échéances bancaires, on a donné quelques crédits bancaires de soudure pour assurer et assumer les charges d'exploitation et les besoins en fonds de roulement sur une période de 3 mois, le daman oxygène. On a également reporté les échéances fiscales, essentiellement pour les entreprises de moins de 20 millions de dirhams de chiffre d'affaires. On a suspendu les ATD, on a accéléré le remboursement des créances des TPME à l'égard de l'administration publique, des administrations publiques et des entreprises publiques, des établissements publics. Donc essentiellement, on a gagné du temps. Or, la crise du Covid-19 est arrivée à un moment où notre économie se portait relativement mal, avec une croissance économique en berne depuis de très 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 nombreuses années. Depuis plus de 10 ans. Voilà, et des défaillances d'entreprises importantes. Plus de 8000 faillites annuellement chaque année. Dernier chiffre connu, et je crois qu'en 2020, malheureusement, nous allons battre ce record. Alors qu'il eût été nécessaire de trouver des solutions hautement plus ambitieuses. Il ne s'agit pas simplement de donner des crédits de soudure sur 3 mois, ce qui consiste à reporter la date fatidique du collapse des entreprises, de leur faillite. On ne fait que gagner du temps. Là, on leur donne des crédits de relance sur 7 ans avec 2 années de différé. Dans 2 ans, dans 2 ans, on va se rendre compte que beaucoup de ces entreprises seront dans l'incapacité de payer. Ce qu'il faut, c'est reconstituer les capacités financières de nos entreprises, autrement dit recapitaliser et restructurer les fonds propres de ces entreprises. Et pour cela, il y a un certain nombre de décisions à prendre qui n'ont pas été prises. Ça demande plus de temps, ça, non? C'est-à-dire que là, l'action de l'État, des pouvoirs publics sur le court terme, il faut une volonté. À la CNSS, il y en a 130 000, ce que vous disiez, et les 900 000 salariés aussi qui ont bénéficié d'une indemnité CNSS, c'était l'action court terme. Là, est-ce que reprise d'activité aujourd'hui, c'est important, vous l'avez recontextualisé les choses. Reprise d'activité, c'est comment on fait pour sortir? Vous avez raison de parler de la CNSS, parce que moi j'ai parlé des soutiens, du soutien de l'État côté offre. Il y a aussi soutien de l'État côté demande, puisqu'il a fallu effectivement donner des indemnités aux salariés du secteur privé, à peu près 900 000 mensuellement. Ça a permis de garder un petit revenu. On a versé 2000 dirhams par mois. Et également pour tous les opérateurs du secteur informel, qu'ils soient inscrits au régime de la RAMED ou du RAMED ou pas, avec des aides de 800 à 1200 dirhams en fonction de la taille des ménages. Sur l'emploi, justement, tous ces dispositifs qui ont été mis en place depuis 3 mois, en fait, arrivent à terme demain. On est le 29 juin. La date d'échéance fatidique, entre guillemets, c'est le 30 juin initialement. On a toujours c'est aujourd'hui. L'échéance, c'est aujourd'hui. Voilà. Donc on a toujours pas d'informations. Je ne comprends pas qu'on soit au 30 juin et que le gouvernement n'ait pas encore fait d'annonce. Je pense qu'il y a une urgence absolue, mais vraiment absolue, à ce que le gouvernement annonce que ces mesures-là dont on vient de parler, soient prorogées au minimum à fin septembre 2020. C'est ce qu'appelle en tout cas le mouvement d'Amir que vous... Oui, tout à fait. C'est notre proposition, parce qu'il est nécessaire de laisser un petit temps de répit à nos entreprises et aux plus fragiles d'entre elles, de retrouver un peu leur marque et de remettre leur machine productive en marche. Est-ce que ça va empêcher les entreprises d'enclencher un autre virus, celui du licenciement massif et des plans sociaux? On en entend parler ici et là. Est-ce que proroger les différents dispositifs CNSS, les moratoires aussi fiscaux, bancaires et autres, est-ce que ça va permettre de limiter la casse aujourd'hui et demain concernant l'emploi? Ça va permettre de gagner 3 mois pour pouvoir mettre en place les plans de reprise d'activité et de relance dans la sérénité, dans le cadre d'une économie qui fonctionne. Pour le moment, nous étions dans une paralysie, dans un état de choc général. Nous en sortons à peine il y a quelques jours. Il faut se mettre au travail très sérieusement et proposer des stratégies sérieuses de sauvegarde de notre tissu productif et de relance de l'activité. Moi, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt
et de précision les plans sectoriels proposés par le patronat, je trouve que c'est pas très sérieux. Et je trouve que ce n'est pas à la hauteur des enjeux et à la hauteur de la gravité de la crise. Des plans Quand vous dites ça, c'est-à-dire que le patronat, au-delà du chiffrage de 100 milliards le dirhams patronat a de financement, proposé fin mai des plans sectoriels au comité de veille économique. Et normalement, depuis fin mai au jour d'aujourd'hui, l'équipe du ministère de l'économie et des finances, de Banque Le Maghreb, du GPBM et de la CGM seraient en train d'examiner et d'amender ces plans de relance sectorielle de la CGM. Je dis qu'ils ne sont pas à la hauteur de l'événement et il faut des choses infiniment plus sérieuses et plus solides. En tout cas, a priori, j'ai pas la prétention d'être bien informé, Mohamed Moussa, mais d'après mes informations, ce qui bloque aujourd'hui, c'est la dimension sociale et la dimension emploi. C'est-à-dire aujourd'hui, le patronat doit donner suffisamment de gages au pouvoir public en disant voilà, effectivement, on vous aidera, on financera, mais à une condition, c'est que vous préservez les emplois. Et du côté du patronat, on n'entend pas forcément de cette oreille-là. Donc du coup, c'est la question de l'emploi et de la préservation de tous les emplois, ou au maximum, en tout cas, d'emplois. Et on parle aujourd'hui de la mise en place d'un chômage partiel. Chez nous, une espèce de deal avec un salaire minimum de 3 000 dirhams, financé à hauteur de 50% par l'État, 50% par l'entreprise, pour essayer de préserver au bas mot et au minimum 80% des emplois. Est-ce que pour vous, ça vous paraît sensé? On sort un petit peu, pour changer un petit peu du cadre CNSS, indemnité, allocation, partirait sur la mise en place d'un chômage partiel, 3 000 dirhams par mois, durant un an, cofinancé à la fois par l'État, à hauteur de 50%, et à la fois par l'entreprise. Oui, il faudra mettre ce genre de solution, incontestablement. Et le principe, c'est qu'il faudrait que nous ayons conscience que nous sommes tous dans le même navire. Soit nous gagnons tous, soit nous échouons tous. Et donc, il est normal que les entreprises exigent que l'État les accompagne dans cette crise historique. Et cet accompagnement, ce n'est pas simplement des reports d'échéances bancaires, des reports d'échéances sociales ou fiscales, mais c'est de l'accompagnement en budget de l'État avec des subventions, avec des subventions, avec des aides financières, avec des participations au capital. Je pourrais revenir sur ces aspects. Et la contrepartie, c'est que les entreprises doivent être des entreprises citoyennes. L'État ne peut pas donner à fond perdu de la ressource publique sans exiger un minimum de retour. Et ce minimum de retour, c'est notamment la sauvegarde des emplois, mais pas dans un carcan, pas de façon corsetée, pas dans un cadre rigide, pas avec des autorisations administratives de licenciement. Non, mais dans le cadre d'une politique concertée avec le patronat, avec les fédérations sectorielles, avec les filières, avec la réalité de chaque grande entreprise, pour pouvoir avoir cette agilité, cette capacité à s'adapter. Le principe général est le suivant. L'État ne doit pas laisser tomber l'économie nationale, ne doit pas laisser tomber les grands secteurs d'activité, ne doit pas laisser tomber les filières, et doit les aider avec de la ressource budgétaire publique. En contrepartie, les entreprises doivent faire preuve d'une grande responsabilité, ce qui veut dire sauvegarder au maximum possible l'emploi actuel, notamment à travers les outils dont vous avez parlé, le chômage partiel, ce qui nécessitera une ressource budgétaire très importante de l'État. Et il faudra également que les entreprises aillent vers des comportements vertueux, comme par exemple s'abstenir de distribuer des dividendes lorsqu'on est en difficulté ou lorsqu'on a reçu une aide ou une subvention de l'État. Donc, dans cette phase-là, il faut faire confiance dans le sens de responsabilité du patronat des entreprises. Mais si l'État donne de l'argent, il ne faudra pas se satisfaire simplement de déclarations d'intention. Il faudra vérifier et veiller à ce que le retour, l'équilibre attendu de ces subventions soit respecté, comme par exemple la sauvegarde de l'emploi, l'absence de distribution des dividendes, et enfin, des actions concrètes de transparence financière et fiscale des entreprises. Sauf qu'il y a un gros point d'interrogation, c'est le retour à la normale de l'activité pour l'entreprise et pour le chef d'entreprise qui n'a pas forcément de visibilité aujourd'hui et qui dit moi je ne pourrais pas avoir retrouvé une activité, mon activité d'hier, pas avant 2021 ou 2022. Ça, d'une part, le confinement, c'est moins 30, moins 40% de mon chiffre d'affaires. Et là, le New Deal, en fait, du chômage partiel, ça serait que on me demanderait de préserver 80% de mes effectifs, alors que moi, j'ai perdu entre 40 et 45% de mon chiffre d'affaires. Est-ce que là, du coup, c'est un deal équilibré? C'est le win-win ou pas?
Écoutez, ça dépend, comme je vous l'ai dit, de la réalité de chaque secteur, Je vous prends des de entreprises chaque qui sont... filière Mhm. et de chaque entreprise. Si vous m'interrogez sur la situation du transport aérien, la rame par exemple, ou de l'hôtellerie, vous y conviendrez avec moi assez aisément que la situation de ces deux secteurs est hautement plus grave, hautement plus inquiétante que la situation d'entreprises dans l'agro-industrie ou d'entreprises dans l'industrie pharmaceutique. Donc vous voyez Oui, c'est bien pour ça que que les vous n'avez pas le réponses, différencier du... voilà, les du réponses. confinement. Alors, Mais- si ces entreprises dans l'agro-industrie et dans l'industrie pharmaceutique me disent, écoutez, on a besoin d'un soutien financier de l'État et on va maintenir 80% de nos emplois, moi je dis non, il y a un problème. Vous êtes en mesure de maintenir non seulement 100% de vos emplois, mais vous êtes aussi en mesure de recruter, parce qu'une des orientations des politiques publiques sera de favoriser un certain nombre de nouvelles filières industrielles, de nouveaux secteurs, notamment tout ce qui est lié à la santé, à l'agro-industrie, à l'alimentation, à l'environnement, etc. À l'industrie de la vie. Mais Oui, vous reprenez Ouais. la sémantique de Jacques Attali, que je fais mienne et qui est intéressante. De la même manière, si on me dit, écoutez, dans l'hôtellerie et dans le transport, il sera très difficile d'aller au-delà du maintien de 60% des emplois, quand bien même on est soutenu par l'État, je me dis, ça a quand même du sens. Trouvons des solutions. Donc il faut des solutions un petit peu à la carte doit être flexible. Forcément, il faut être flexible. Ce qui veut pas dire que les 40% d'emplois qui vont être perdus dans l'hôtellerie, dans le tourisme, dans la restauration, dans le transport, c'est des personnes qu'on va jeter en perte et profit. Surtout pas. Il faut que l'État accompagne ces personnes qui ne pourront pas être reconverties de reformation en matière de professionnelle. formation, en matière de capital de formation et en matière aussi d'indemnité pour perte d'emploi et d'aide à une reconversion dans d'autres secteurs. On va revenir aussi là sur l'indemnité de perte d'emploi et sur la précarité aussi qui nous menace. Et là, il faudra aussi trouver des sources de financement, essentiellement budgétaires, en tout cas pour l'État. Mais je voulais vous juste, Mohamed Ben Moussa, pour un cadre moyen, classe moyenne, parce que très souvent, on a dit, voilà, la classe moyenne, c'est la grande perdante de la croissance, la grande perdante de différentes choses, la cherté de la vie, cherté de la scolarité, de l'école, de la santé. Et là, en l'occurrence, pour celui ou celle qui perdrait son job, et qui était à un niveau de revenu de 10 000 ou 12 000 dirhams, qui demain basculerait à 3 000 dirhams, alors qu'il fait face à des charges fixes, comme à l'instar d'ailleurs de l'entreprise, relativement lourdes et importantes. Parce que là, voilà, chômage partiel à 3 000 dirhams, pour celui qui avait un niveau de salaire de 10 000 ou 12 000 dirhams, et qui avait une traite d'appartement et des enfants à charge. C'est une situation dramatique et c'est un vrai drame pour nos concitoyens qui sont dans cette situation. Et je constate à regret que le gouvernement n'a rien proposé pour ces personnes. Et qu'est-ce qu'on peut proposer ? Ce sont les indemnités pour perte d'emploi. Ouais. Mais au-delà de la prise en charge sociale, est-ce qu'il y a aussi un message à faire passer en disant, voilà, il faut qu'aussi accepter la réalité telle qu'elle est, mais s'accrocher à la vie. On n'a pas le choix. Vous savez, ils n'attendent pas que le gouvernement leur dise ce genre de vérité connue de tous ou qu'on leur dise nous-mêmes. Ils savent qu'ils doivent se débrouiller et ils l'ont fait depuis ces 3 mois et demi de confinement. Et aujourd'hui, ils se préparent à trouver des solutions alternatives. Elles peuvent être dans la formation, elles peuvent être dans la reconversion dans d'autres secteurs, elles peuvent être également dans des projets d'auto-entrepreneurs. Donc, c'est des cadres, c'est des gens qui ont fait des études, qui ont des diplômes, qui ont une capacité à analyser des situations complexes, à trouver des solutions. Et je fais confiance dans la capacité de mes concitoyens à trouver des solutions dans une situation difficile, dans notre pays comme partout dans le monde. Mais évidemment, chacun a sa part de responsabilité. Et j'attends des pouvoirs publics et du gouvernement des solutions concrètes pour les cadres qui tardent à venir, que nous n'avons pas. J'attends aussi avec impatience de voir le contenu de la loi de finances rectificative. Peut-être qu'il y aura des propositions pour cette catégorie de nos concitoyens. Lorsque le Wali de Banque Al-Maghrib a appelé Jouari dans sa sortie il y a une dizaine de jours, c'est-à-dire que beaucoup ont retenu la baisse du taux directeur de 2 à 1,5%, mais il a également dit quelque chose que j'ai relevé, que j'aimerais partager, avoir votre réaction là-dessus. Il dit, attention, il ne faut pas non plus faire de cette situation de l'assistanat et favoriser l'assistanat. Est-ce que là-dessus, c'est... Non, je suis en désaccord avec ces joueurs sur ça, en total désaccord. Je pense que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Et à situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Évidemment, il y a toujours des profiteurs des failles d'un système. Il y a toujours des profiteurs des dysfonctionnements ou des faiblesses ou des déficits de prudence ou de règles dans un système. Ils sont à la marge, ils sont marginaux.
Mais il faut mettre en place des systèmes qui vont profiter à l'écrasante majorité de nos concitoyens. Et nos concitoyens sont des gens avec une grande dignité, y compris ceux qui sont dans le secteur informel, qui sont dans des métiers de subsistance, qui ont des revenus au quotidien et qui ont souffert de façon extrêmement lourde pendant ces périodes de confinement. Non, les politiques publiques ne doivent pas être pensées et proposées et définies en prenant comme prétexte qu'il y a certains, une minorité qui va profiter des failles d'un système. Non, la politique publique, elle est faite pour les citoyens, pour la majorité des citoyens qui ne veulent que travailler pour subvenir à leurs besoins et pour subvenir aux besoins de leur famille. Et ce sont à ces personnes qu'il faudrait qu'on s'adresse et auxquelles je m'adresse moi aujourd'hui. Peut-être il avait peut-être un œil, lui, sur la dépense publique et se dire, voilà, si attention, si on continue à distribuer comme ça de l'argent à des personnes qui n'ont aucune activité, donc qui ne sont pas productifs, entre guillemets, ça va coûter cher à la collectivité. On ne distribue pas, c'est Rachid, on ne distribue pas de l'argent public. Non, on ne distribue pas. Les 2000 dirhams qui ont été versés aux salariés du secteur privé, les 800 à 1200 dirhams qui ont été versés par l'État aux familles du secteur informel, ce n'est pas une distribution d'argent, c'est la responsabilité de l'État que de protéger ses concitoyens. C'est une responsabilité, c'est un devoir de l'État. C'est l'État qui et je m'honore que mon pays ait fait cela. Je m'honore qu'il l'ait fait et je souhaiterais que mon pays en fasse davantage. Et on peut dire que... Quel que soit le coût. Quel que soit le coût pour la collectivité. Je m'honore que mon pays protège ses concitoyens les plus fragiles, les plus vulnérables, comme je m'honore que mon pays protège notre tissu productif. C'est pour cela que je souhaiterais que les politiques économiques du gouvernement aillent beaucoup plus loin, parce que aujourd'hui nous sommes à un moment de vérité et il faut penser d'autres outils. Les outils qui ont été mis en œuvre pendant la période de confinement ont permis d'éviter la crise cardiaque, certes. Aujourd'hui, il faut commencer à guérir notre tissu économique, on est loin du compte. Et encore une fois, j'attends avec impatience les dispositions qui figureront dans la loi de finances rectificative pour pouvoir émettre un jugement sur cette politique publique de relance. En tout cas, a priori, Mohamed Ben Moussa, je ne sais pas si ça sera le traitement curatif, mais un des protocoles thérapeutiques sur lesquels on devrait se diriger à grands pas, parce qu'on était à petits pas aujourd'hui, c'est une levée sur le marché international d'un emprunt. C'est ce qui va nous donner l'occasion de passer au deuxième axe sur le financement, les besoins en financement de notre reprise d'activité, dans un premier temps, et de notre relance économique aujourd'hui. Est-ce que vous faites partie de ces économistes qui considèrent qu'il n'y a aucune autre alternative que le recours à l'emprunt? Non, je ne fais pas partie de ces économistes. Je considère qu'il y a plusieurs alternatives, le recours à l'emprunt international étant une parmi d'autres, sans exclusive. Je pense qu'il faut que l'État puisse lever plusieurs outils. L'emprunt international est un, et il ne faut pas l'exclure, évidemment. Mais je pense que d'abord, l'État doit mieux mobiliser le potentiel fiscal de notre pays. Nous avons aujourd'hui 22% de notre richesse nationale qui est produite en recettes fiscales. C'est très insuffisant. Nous avons au minimum un gap de 5 points à rattraper. 5% de PIB en recettes fiscales. Nous avons un potentiel. C'est-à-dire élargir l'assiette. Élargir l'assiette. Évidemment, il ne s'agit évidemment pas il ne s'agit évidemment pas d'aggraver les taux d'imposition. Bien au contraire, il faut travailler à les réduire. Mais en même temps, il faut élargir l'assiette fiscale et c'est le bon moment. Une des orientations qu'il va falloir privilégier, c'est de développer une économie qui soit plus juste, plus équitable. Et ça passe notamment par une participation plus large, plus solidaire des citoyens à l'effort budgétaire national. C'est une disposition de la Constitution, je vous le rappelle. Et donc, est-ce que c'est le bon moment? Oui, il faut que tous les Marocains payent à due concurrence de leur capacité contributive, leurs impôts, ce qui est loin d'être le cas. Vous savez sachant que durant la période du confinement, c'est détérioration du pouvoir d'achat, c'est avoir grappillé sur ses économies, et au moment où l'État demanderait à ses concitoyens de payer l'impôt dû comme il se doit. Ma question est, sachant que... Ces personnes, Rachid, elles payent leurs impôts. Ce sont essentiellement les salariés qui contribuent fortement aux recettes fiscales à travers les recettes de l'IR, qui est dominé à plus de 85 ou 90% d'IR sur salaire. Et toutes les autres catégories de revenus mobiliers, immobiliers, fonciers, financiers contribuent à hauteur de 10 à 15% des recettes de l'IR, ce qui est une aberration totale. Et ce qui montre bien qu'il y a un énorme potentiel fiscal. Deuxièmement, le secteur informel. En fait, nous avons des secteurs informels dans notre pays qui contribuent pour 0 dirham en termes de recettes fiscales. Alors vous avez l'écrasante majorité
de l'informel, qui est un informel de subsistance, auquel il faut au contraire avoir une attitude publique très empathique, de soutien, d'incorporation et d'accompagnement. Mais vous avez l'informel dit industrialisé, où il y a des flux très importants qui se comptent en plusieurs milliards, dizaines de milliards de dirhams et qui contribuent nullement aux recettes fiscales. Et ça, c'est une aberration. Et si vous me dites, faut-il traiter cet informel industrialisé, organisé tout de suite, je vous dis oui. Oui, prioritairement, avant. Bien sûr. Parce que là, tout le monde s'agit, de toute façon, il va falloir des sous. Vous avez vu le compteur, l'indicateur la couleur, j'allais dire, des principaux indicateurs macroéconomiques, ça dérape dans tous les sens. Oui. Voilà. Donc je me dis, moi, il y a urgence. Parce que tout le monde attend. Puis-je revenir à votre question? Oui. Quels sont les leviers? Oui, non, mais sur le Je vous ai dit, il y a le levier fiscal, oui. Il y a la dette internationale qu'il faut activer, absolument. Et il y a aussi la restructuration et la rationalisation de la dépense publique. Vous savez que les portefeuilles publics, les entreprises publiques détruisent annuellement 25 à 26 milliards de dirhams pour le budget général de l'État. C'est une situation aberrante. Il faut revisiter les entreprises publiques et les restructurer. Donc vous voyez qu'il y a des gisements. C'est à l'ordre du jour, c'est justement voilà. Recapitaliser les entreprises et les offices publics. C'est l'actualité. Sous condition. Voilà, c'est sous condition. Parce qu'on parle d'une enveloppe d'ailleurs de 20 milliards de dirhams nécessaires minimum pour recapitaliser les offices et les établissements publics. Oui. Mais sur la dette, sur l'emprunt international, il faut le faire à condition. À hauteur de combien? Parce que là aujourd'hui on entend plein de chiffres. Le besoin de lever de capitaux par le Maroc sur le marché international, c'est un besoin qui est évident. Il faut activer cette action, mais il faut bien mesurer le bon timing et la bonne volumétrie et les bonnes conditions. S'il s'agit de lever de la dette à un prix intéressant, autour de 100 points de base, 150 points de base, c'est intéressant. Ça serait au-dessus. Ça serait au-dessus. S'il s'agit d'aller à 300, 400 points de base, il y a un problème. Ça sera entre 200 et 250. Voilà. C'est bon, ça passe ou ça passe pas? C'est limite pour moi. C'est franchement limite. Non, il faut avoir un taux plus intéressant, une maturité assez longue, et surtout, il faut qu'on ait une visibilité pour pouvoir, justement, c'est lié, pour pouvoir lever de la dette à l'international sur le marché obligataire et avoir les meilleures conditions, il faut qu'on démontre que cette dette va venir financer des investissements d'avenir dans les secteurs d'avenir, va financer une restructuration de l'économie nationale, va venir financer des réformes, va venir financer un certain nombre de plans d'action dans l'éducation, dans la santé, dans l'écologie, dans le développement durable, dans les métiers ou les secteurs de la vie, tels qu'ils sont définis par Attali, et tout cela est lié. Et si nous sommes dans la capacité de démontrer la pertinence de ces investissements, je pense que nous aurons là aussi la possibilité d'avoir des taux de levée de dette beaucoup plus intéressants. Je vous rappelle que l'Allemagne et la France lèvent aujourd'hui de la dette sur 10 ans, 15 ans, 30 ans en territoire négatif. Complètement. Et d'autres pays, et la Grèce d'ailleurs qui était en quasi-faillite il y a 10 ans, est pas loin de lever aussi de l'argent. Elle est encore un peu loin. Elle est encore un peu loin, mais elle se rapproche. Elle est sur le bon chemin. Elle est sur le bon chemin. Lorsqu'on annonce, en tout cas, ce qui se dit ici et là, c'est la relance d'activité, la relance économique chez nous, ça passerait nécessairement par l'investissement public, nécessairement par la commande publique, et un des instruments, ça serait recapitaliser les offices et les établissements publics. Est-ce que ça donne un message, ça envoie un message positif et ça va dans le sens de ce qu'attendraient les créanciers et emprunteurs? Faut-il maintenir l'effort d'investissement public au même niveau, au même rythme? Ma réponse est oui. Nous avons annuellement à peu près 200 milliards de dirhams d'investissement public, 197, 198 qui sont inscrits dans la loi de finances. Mais en réalité 140, 150. Donc c'est à peu près 15% du PIB en exécution et à peu près 20% du PIB en budgétisation. Et le taux d'investissement global de la nation est autour de 31%. C'est un tiers du PIB. Voilà. Et donc ça fait à peu près 10-11% d'investissement privé. C'est extrêmement faible. Donc s'il y a, j'allais dire, deux axes qu'il faut privilégier, c'est d'une part maintenir le niveau d'investissement public autour de 20% du PIB, mais en transformant, en reconsidérant complètement les choix d'investissement de l'État et en les réorientant vers ces secteurs qui vont créer de la valeur, d'une part, et d'autre part, il faut absolument que le taux d'investissement du secteur privé soit beaucoup plus important et qu'il passe rapidement, au moins, je dirais, au moins autant que l'investissement du secteur public, c'est-à-dire à 15-20%, pour permettre de desserrer les taux sur l'État et de réduire progressivement, au moment où le taux d'investissement du secteur privé va augmenter, de façon parallèle, en vase communicant, réduire la pression sur les finances publiques. Et pour cela, ça se décide pas, ni dans notre discussion d'aujourd'hui, ni même dans les conseils du gouvernement. L'investissement privé ne se décrète pas. Il doit se discuter à la CGM. Oui, bien sûr, mais il doit se faire sur le terrain. Et il faut que les chefs d'entreprise aient envie d'investir.
Il faut que le chef d'entreprise ait la confiance dans l'avenir pour le faire. Il faut qu'ils aient une visibilité sur la stratégie de l'État, sur les orientations stratégiques de l'État et du gouvernement en termes, en termes de secteur. Et enfin, il faut qu'il y ait un élément indispensable du dispositif qui fonctionne. Aujourd'hui, il dysfonctionne depuis à peu près une décennie. C'est le financement par le secteur bancaire et par le marché financier. Vous avez aujourd'hui un quasi-monopole du secteur bancaire sur le financement de l'investissement. Le marché boursier représente moins de 0,1% du financement de l'investissement, ce qui est une aberration totale. Il faut rapidement corriger cette anomalie. La bourse, les fonds de capital risque, les fonds de capital développement, le crowdfunding, les solutions alternatives de financement d'une part, et d'autre part, il faut qu'il y ait un secteur bancaire plus responsable, un secteur bancaire plus dynamique, plus entreprenant, plus empathique vis-à-vis des entreprises et en particulier des TPME, plus motivé à jouer son rôle de financeur de l'économie. Donc vous voyez bien que tout se tient, il n'y a pas une seule décision qui va changer la face de notre économie. Il faut une orientation stratégique, il faut une philosophie générale et pouvoir la décliner dans l'ensemble de ces filières. Plus d'investissement du secteur privé. Plus d'investissement du secteur privé et peut-être mieux d'investissement au niveau du secteur public pour avoir une croissance, pour renouer en tout cas avec un train de croissance. C'est un petit peu ça, sans vouloir caricaturer et schématiser votre propos, mais c'est à peu près ça. Ma question, en fait, moi, c'est de me dire, voilà, le taux de directeur a baissé. Il a baissé 2 fois en 3 mois d'ailleurs. Il y a eu une première baisse en plein Covid. C'était fin mars, début avril, puisqu'on était passé de 2,25 à 2. Et là, on est passé de 2 à 1,50. Et vous vous en félicitez? Je m'en félicite pas. Moi, je vais pas m'en féliciter ou pas, mais Mohamed Ben Moussa me dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, dans cette perspective de reprise d'activité, de relance économique, d'aller aussi sur les marchés internationaux, donc de s'endetter sur du long terme, est-ce qu'il faut nécessairement aussi revoir peut-être un adossement? Ça serait peut-être une première chez nous, entre la politique monétaire et la politique économique. Ah oui, mais évidemment. Regardez les statuts de la Banque centrale, c'est écrit noir sur blanc. La politique monétaire est définie par la Banque centrale en totale coordination avec la politique budgétaire et plus globalement et plus généralement la politique économique du gouvernement. Et donc le gouverneur de la Banque centrale et les ministres de l'économie et des finances sont obligés, de par la loi, à coordonner leurs politiques respectives. Le fait qu'on ait réduit le taux directeur de 250 points de base à 200 points de base, puis à 150 points de base, c'est heureux, mais c'est très insuffisant. Regardez l'évolution du taux directeur dans notre pays depuis 6-7 ans. Il a baissé, on va dire aujourd'hui, de 150 points de base en 7-8 ans, ce qui est très faible. Lorsqu'il y a eu la crise des subprimes et la crise économique et financière qui en a suivi, vous avez des banques centrales qui ont réduit leur taux directeur de 3,5 4% à 0% en quelques semaines. Avec une inflation aussi qui a couru. En quelques semaines. Et l'inflation a été maîtrisée. Oui, en fait, oui. Elle a été maîtrisée. Oui, parce qu'on pensait qu'il y avait un risque inflationniste. Pourquoi? Parce qu'on pensait avec les instruments de théorie économique dépassés des années 70, 80 et 90. Or, aujourd'hui, on se rend compte que le lien entre la quantité de monnaie qui circule dans l'économie et le taux d'inflation, ce lien a été rompu. Et la théorie monétariste ne fonctionne plus. En tout cas, moi, c'est intéressant par rapport à ce que vous dites. Et donc, aujourd'hui, je dis que c'est bien qu'on ait un taux directeur de 1,5, mais c'est très faible. Le chemin qu'on a parcouru. Vous appelez un taux directeur à 0,5? Moi, je pense que le taux directeur doit être dans un territoire proche de 0,5%. Pourquoi, c'est Rachid? Parce que le problème numéro 1 de notre pays n'est pas de sauvegarder l'épargne. Nous avons aujourd'hui, dans les bilans bancaires, plus de 1500 milliards de dirhams. Le total bilan des banques, c'est 1500 milliards de dirhams. Pour un PIB autour de 1100 milliards. C'est considérable. Et vous avez 450 milliards de dirhams d'actifs sous gestion collective, les OPCVM. Ça fait une manne financière de l'ordre de 2000 milliards de dirhams. Le problème de notre pays n'est pas le volume de l'épargne. Le problème de notre pays, c'est la nature de l'épargne, qui est essentiellement à court terme. Il faut la rendre plus longue, la transformer. Et deuxièmement, c'est la transformation de cette épargne en flux de financement des investissements dans l'économie réelle, qui est une fonction qui est dévolue au secteur bancaire et au marché financier, et qui est une fonction qui ne tourne pas bien. Moi, ma question, c'est depuis 2012, ça fait 8 ans, le taux directeur bancaire baisse chez nous. Alors, je me suis amusé hier soir en préparant votre venue, Mohamed Ben Moussa, à mettre en perspective la baisse continue du taux directeur bancaire depuis 2011-2012 et la croissance économique et l'investissement privé. Et je me suis rendu compte que plus le taux directeur bancaire baissait, plus notre croissance économique baissait et plus notre investissement privé stagnait. Est-ce que c'est logique? Parce qu'un ressort s'est cassé. Ah, c'est lequel ressort qui a pété? La confiance. D'accord. Donc depuis 2012. Oui. La confiance du côté du secteur bancaire, du côté des entreprises, pardon, et du secteur bancaire. Un autre ressort s'est cassé, c'est la propension naturelle
à prendre des risques, à financer l'économie réelle. Les banques, aujourd'hui, ont décidé d'avoir une politique de crédit extrêmement conservatrice, en exigeant des garanties colossales et en privilégiant le financement des grandes entreprises et en privilégiant les opérations, les facturations de commissions de frais, sans avoir à payer des intérêts sur les dépôts à vue, ce qui est une autre aberration de notre réglementation bancaire, et en privilégier également le financement du bon du Trésor, de l'État à travers les souscriptions au bon du Trésor et à travers donc des marges de produits de trésorerie. Et donc les banques évoluent sur du velours, elles n'ont pas beaucoup d'éléments de motivation à transformer leur épargne en financement de l'économie réelle. Donc il y a deux ressorts qui se sont cassés. Il faut les rétablir. Donc ça, c'était avant le Covid, déjà. Donc je me dis, avec le post-Covid aujourd'hui, donc les banques en première ligne pour le financement. Écoutez, il y a quelque chose qui dysfonctionne dans notre pays. Je vais le dire très franchement, parce que je pense que la responsabilité veut que je le dise. Les produits d'Aman Oxygène qui ont été mis en place pour financer ces crédits de fonctionnement, cette période de soudure du confinement. La dernière réunion du comité de veille économique, d'ailleurs je trouve que c'est aberrant que ce soit le cas, elle date du 21 mai. Depuis le 21 mai, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres réunions, alors qu'ils devraient se réunir pratiquement tous les jours. Bon, cette parenthèse étant fermée, le ministre a annoncé que l'encours des crédits d'Aman Oxygène qui ont été distribués était de l'ordre de 12 milliards de dirhams. Oui. Bien. Alors, deux problèmes. Le premier problème, c'est que les banques qui ont plus de 950 milliards de dirhams de crédit bancaire portent 5% du risque sur ces 2 milliards. C'est sur ces 12 milliards. C'est-à-dire que sur ces 12 milliards, vous avez 11 milliards et demi qui sont risqués par l'État, et à peine, ou 11 milliards 4, et à peine 600 millions de dirhams de risque pour le secteur bancaire. C'est une grande aberration. Ça, c'est le premier point. J'ai pas fini. Oui. Le deuxième point, les 12 milliards, c'est un effet d'annonce. C'est les autorisations de crédit. Interrogez les entreprises qui sont sur le terrain, elles vous diront toutes les difficultés, toute la bureaucratie qu'elles ont à affronter pour pouvoir transformer ces crédits en déblocage en compte. Ce que le secteur bancaire dit en disant on va se rattraper sur le crédit d'Amen Relance. Parce que mais on n'a pas à se rattraper. Nous sommes dans un moment historique. Nous n'avons pas le droit de faire preuve d'autant de légèreté. Il y a 12 milliards de dirhams qui ont été accordés. Nous sommes le 30 juin. Nous devrions être à 80 à 90% de déblocage de ces 12 milliards. Je n'ai pas le chiffre, c'est un chiffre confidentiel. Il n'est pas livré. Ils doivent le livrer. Le comité de veille économique doit nous livrer ce chiffre. Je mets ma main à couper que nous ne sommes pas à 20 ou 30% de ce montant en déblocage. Ça prouve bien qu'il y a un problème important, énorme, gigantesque entre les effets d'annonce, les déclarations et la réalité du terrain. Donc d'un côté, les banques prennent à peine 5% de risque. Il nous reste 10 minutes, donc je voulais qu'on aborde 5% de risque. Et deuxièmement, toutes les entraves bureaucratiques sont mises pour débloquer. Cela est irresponsable. Et entre-temps, les TPME sont en train de mourir les unes après les autres. Justement, les TPME, parce que je voulais qu'on parle un petit peu des secteurs aussi, qui pourraient constituer le moteur de notre relance économique. Pas de notre croissance économique dans un premier temps, en tout cas, moteur de relance économique. Alors vous comme moi, on entend ici et là parler avec force, avec virulence, parfois, du fait qu'il faut repositionner l'industrie. Donc entre ceux qui sont partagés entre l'industrialisation du pays ou la réindustrialisation du pays, est-ce que Mohamed Ben Moussa, en tant qu'économiste, vice-président du mouvement d'Amir, vous considérez qu'effectivement ça a du sens et qu'il faut nécessairement que le pays se réindustrialise? Absolument. Et avant d'ambitionner de réindustrialiser notre pays, il faut que nous cessions de le désindustrialiser. C'est-à-dire? Je vous donne l'exemple de la raffinerie marocaine de pétrole, la Semir. Oui. C'est un exemple flagrant de désindustrialisation de notre pays. Donc je ne vais pas aller plus loin dans cet exemple. Je pense que vos auditeurs et spectateurs connaissent ce dossier. Le gouvernement doit agir et on ne peut pas laisser cette entreprise industrielle qui fut un des plus grands joyaux de l'industrie nationale, construite au lendemain de l'indépendance par le gouvernement Abdelrahim Bouhabid, soit laissée une mort clinique certaine. Donc l'État, le gouvernement doit réagir, doit sauver cette entreprise. L'actualité, c'est de renationaliser. Il y a beaucoup de parlementaires, d'élus de la nation qui appellent à la renationalisation de la Samir. Voilà, je sais que vous avez sujet que vous connaissez très bien. Je ne serai pas de ceux qui vont s'en émouvoir. Voilà, au contraire. Vous l'avez, voilà. Je sais que mais je sais en même temps qu'il y a d'autres solutions. Mais s'il faut recourir à cette solution extrême, pourquoi pas? Il y a d'autres solutions. L'essentiel, c'est qu'on remette en marche rapidement, sans plus tarder, cette entreprise industrielle, nationale, qu'on sauve les emplois, qu'on sauve un savoir-faire technologique et industriel,
qu'on maintienne la connaissance du Maroc dans ce secteur du raffinage pétrolier, qu'on participe de cette manière à la sauvegarde de l'indépendance énergétique de notre pays, du pouvoir d'achat de nos consommateurs et de la compétitivité de nos TPE. C'est un exemple. L'outil est encore en bon état? L'outil est en état de marche. Pour remettre en plus des sous, de l'argent public. Non, mais il faut savoir qu'une usine, qu'une industrie de raffinage nécessite annuellement, une usine de la taille de la Samir nécessite annuellement un volume de l'ordre de 150 à 200 millions de dirhams d'investissement, de mise à niveau Juste pour l'entretien. Juste pour l'entretien. Alors maintenant qu'elle est fermée, qu'elle est fermée depuis 5 ans, évidemment, ce besoin de remise à niveau sera, d'après les ingénieurs, je suis pas un ingénieur, je suis un économiste, devrait être autour de 800 millions à 1 milliard de dirhams pour la remettre en ordre de marche. Je rappelle qu'elle est évaluée autour de 25 milliards de dirhams. Donc, l'industrialisation, oui. Pourquoi? Parce que nous avons chaque année 250 à 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Ces jeunes, il faut leur trouver des emplois. Et des emplois dans l'économie marchande. Pour cela, il faut une industrie, parce que c'est l'industrie qui propose des emplois importants. Lorsque vous regardez la production et la création d'emplois dans notre pays depuis 20 ans, vous constatez que l'industrie n'a rien créé. C'est essentiellement dans les services que les emplois ont été créés. Dans une deuxième position, vous avez le BTP, le secteur BTP immobilier, et enfin un peu dans l'agriculture. L'industrie n'a rien créé en 20 ans, ce qui est assez dommageable par rapport aux différents programmes d'industrialisation que nous avons menés. Donc la voie, à mon avis, effectivement, c'est dans l'industrie. Comment le faire? Il faut identifier les secteurs où nous avons des facteurs de compétitivité, et il faut diversifier notre économie. Oui, quand tu dis des facteurs de compétitivité, quand on est dans le domaine industriel et sur le terrain de jeu industriel, c'est quoi? C'est l'énergie? C'est le savoir-faire, c'est l'innovation industrielle, c'est la R&D. C'est une analyse fine des filières industrielles. Je vais vous donner des exemples. Nous sommes aujourd'hui un pays qui peut ambitionner d'être un acteur important dans les énergies renouvelables. L'éolien, le solaire, bien sûr, mais aussi les énergies marines renouvelables. Lorsqu'on a 3500 km de côtes marines, méditerranéennes et atlantiques, comment peut-on être absent de cette industrie? Et c'est une industrie d'avenir. Et donc, on a un travail à faire. Évidemment, dans l'énergie solaire, dans l'énergie éolienne. Vous savez que c'est un programme, c'est un projet qui est supervisé en personne par Sa Majesté. Et donc, nous avons des gisements d'emplois à trouver en la matière. Dans les secteurs de la digitalisation, nous avons des jeunes qui sont très très forts dans la digitalisation. Et la digitalisation, c'est pas simplement des ingénieurs et des personnes qui sont capables de penser et d'élaborer des algorithmes, mais c'est aussi des techniciens, des informaticiens, des designers. L'industrie 4.0, c'est-à-dire que vous êtes sur l'industrie du futur. La digitalisation, la numérisation. Valeur ajoutée, non pas faible valeur ajoutée. Non, je suis dans tous les niveaux. Oui. On peut, dans ces secteurs-là, proposer des emplois à des jeunes qui ont des bacs. Oui, on peut également proposer des emplois à des jeunes qui ont un niveau de brevet et qui suivent le cursus de l'OFPPT pendant 2 années, 3 années, on peut leur proposer des emplois. Comment on peut proposer des emplois à des ingénieurs, à des titulaires de doctorat? C'est toute la richesse de ces filières. Mais quand aujourd'hui on écoute le ministre de tutelle, Moula Lami, ministre du Commerce et de l'Industrie et de l'Économie numérique, ce qui semble ressortir en tout cas, ce n'est que mon interprétation, c'est une politique, une stratégie de produits de substitution industrielle. C'est-à-dire ce n'est pas l'industrie marine ou l'industrie 4.0 dans les secteurs novateurs et innovants, c'est plutôt de se dire, voilà, si on importe des pneus, des batteries ou des couches bébés, je vais vite voir si on est en capacité d'orienter l'investissement privé pour fabriquer demain des couches bébés, des batteries ou des pneus. Mais l'un n'empêche pas l'autre, c'est Rachid. L'un n'empêche pas l'autre. Beaucoup de gens critiquent cette stratégie d'industrialisation par substitution des importations. Moi, je ne crache pas dans la soupe. Je pense que c'est pertinent. Mais il faut le faire avec agilité et il faut le faire par rapport à nos facteurs clés de succès, par rapport à nos facteurs de compétitivité. Nous sommes présents dans l'industrie automobile. Regardons dans le détail la chaîne de valeur de l'industrie automobile. Regardons encore quels sont les intrants qui sont importés. Vous savez qu'on gagne chaque année 5 points de taux d'intégration dans la filière. Regardons quels sont les intrants qui sont toujours importés, notamment dans tout ce qui est électronique, tout ce qui est technologie de pointe, et essayons de construire des filières au Maroc dans ces métiers. La même chose pour l'industrie aéronautique, la même chose pour l'industrie solaire, les panneaux solaires. Essayons de construire une industrie de production de panneaux solaires dans notre pays. Peut-être pas dans tout le process, mais dans une partie du process. En tenant compte de la transition écologique et des enjeux environnementaux aujourd'hui, quand vous faites référence à l'industrie automobile aujourd'hui, c'est de se dire effectivement, je vérifie, je fais une fixation focus sur le taux d'intégration, mais je me dis aussi que de plus en plus, d'ailleurs nos principaux partenaires européens parlent de l'industrie propre.
de l'industrie automobile voiture électrique. Voilà. Donc se dire, est-ce qu'il faut effectivement se dire aujourd'hui, j'essaie de me positionner et de me mettre, d'être dans la vague de ce nouveau monde post-Covid, post aussi économie européenne, où on parle aujourd'hui de relocalisation, mais qu'on parle essentiellement d'ailleurs, au niveau automobile en tout cas, et dans d'autres secteurs, de produire et de consommer propre. Écoutez, on va avec l'enjeu des barrières non tarifaires écologiques et des normes. On va être exposé à ce problème dans les années à venir. Vous savez que l'Europe a signé son pacte européen d'économie durable avec un certain nombre d'objectifs, de programmes et de budgets pour financer ces programmes. Quel impact pour nous au Maroc? Nous serons soumis à une certaine réglementation extrêmement rigoureuse, draconienne dans les années à venir. Et nous pourrons être demain dans l'incapacité de continuer à exporter nos produits dans ce marché, qui est le premier marché d'exportation du Maroc. Donc nous sommes obligés de nous adapter aux changements réglementaires, technologiques, comportementaux qui existent dans nos marchés d'exportation. Et donc nous sommes obligés d'épouser le même mouvement. Donc nous avons intérêt à transformer notre économie, à la rendre durable, écologique, respectueuse des normes environnementales. Ce sont des contraintes, mais c'est aussi des opportunités d'investissement et des opportunités d'emploi. Et donc, un des exemples, c'est la voiture électrique, effectivement. Nous avons investi beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources financières dans les usines de Renault et de PSA, Renault à Tanger, PSA à Kelitra. Nous devons tout de suite discuter, ouvrir le débat. Le ministère de l'Industrie et du Commerce doit ouvrir le débat. Le ministre l'ANAMI doit ouvrir le débat rapidement avec les dirigeants de Peugeot et de Renault sur les perspectives de transformation. Je crois qu'il y a des propos dans ce sens. Mais voilà, de transformation de leur process industriel pour aller vers la voiture électrique, comme il faut mener des discussions avec d'autres marques. Oui, d'autres marques et d'autres ministères aussi. Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale, par exemple, et de l'enseignement supérieur doit être dans la boucle aussi, parce que il faut aussi former nos jeunes de demain à ces métiers de demain qui vont se préciser dans du court terme. Absolument. D'abord, il faut que on sensibilise nos gamins, nos enfants, dès le plus jeune âge, à la relation avec la nature, au respect de la biodiversité, au respect des équilibres écologiques, dès le jeune âge, dès l'école primaire, et ensuite aller crescendo tout au long de la formation de nos gamins. Et au niveau universitaire, il faut créer des écosystèmes, des laboratoires, des connexions entre les laboratoires dans les universités et les entreprises pour faire non seulement de la recherche fondamentale, mais surtout de la recherche appliquée pour pouvoir traduire cette recherche appliquée dans des process industriels, les breveter et ensuite les amener sur le marché. Donc vous voyez bien que tout est lié. Et ce travail, évidemment, il faut le mener aujourd'hui pour avoir les fruits dans 10 ans, dans 5 ans. Mais en même temps, il y a des actions à mener à court terme avec des retours sur investissement, des quick wins, comme on dit, beaucoup plus rapides. Et ça, il faut le chercher dans les filières qui sont proches des activités que nous avons aujourd'hui dans notre industrie. Même ça, juste pour conclure, par rapport à, vous avez fait référence d'ailleurs durant le débat, c'est nombreux jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année. Alors, situation inédite au niveau planétaire avec ce Covid. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, on l'a évoqué, vous l'avez détaillé dans le détail au niveau de l'emprunt et de tout ce qui pourrait conditionner en tout cas cet emprunt national et la manière dont il devrait être en tout cas irrigué. Mais pour la première fois, des jeunes vont se présenter sur le marché de l'emploi en septembre et dans un contexte extrêmement tendu. Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire dans ce sens? Parce que vous avez parlé de climat de confiance pour chasser le climat anxiogène, l'inquiétude, l'angoisse pour ces jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi et pour leurs parents. Écoutez, moi je veux transmettre un message d'optimisme, mais pas un optimisme béat, un optimisme d'exigence. Je pense que nos jeunes ont du talent, chacun a son talent, chacun a un talent révélé ou enfoui. Il faut le rechercher lorsqu'il n'est pas révélé et il faut s'accrocher à ce talent pour pouvoir l'exprimer d'une manière ou d'une autre, soit dans le cadre d'une mission en tant que salarié du secteur privé, en tant que salarié de la fonction publique, en tant qu'auto-entrepreneur, mais il faut rechercher en son sein son génie personnel. Ça peut être un génie intellectuel, ça peut être un génie scientifique, ça peut être un génie manuel, ça peut être un génie artistique. Chacun de ces jeunes sait faire quelque chose et il sait le faire très très bien. Et j'encourage ces jeunes à le faire et à décider de construire leur avenir dans cette filière. Et dans ce qu'ils savent faire. Et ils doivent croire en eux et ils doivent se battre sans baisser les bras pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir s'épanouir dans le domaine qui est le leur. Mais en même temps que je dis ça aux jeunes et aux parents qui ont des angoisses, et je suis moi-même un parent et j'ai les mêmes angoisses que tout le monde, je dis que
C'est nous qui avons la responsabilité d'organiser un environnement favorable pour ces jeunes. Nous, c'est-à-dire les décideurs politiques, les décideurs gouvernementaux, les décideurs, les leaders d'opinion, les partis politiques, les ONG, le Parlement. Nous devons tout faire pour redresser notre économie le plus rapidement possible. Je le dis très franchement et avec beaucoup de gravité, ce qui a été fait pendant la période du confinement est à saluer, mais il reste très en deçà de l'ampleur des enjeux que nous devons relever, que nous devons affronter. Et j'invite mes collègues du gouvernement à proposer le plus rapidement possible, mes collègues également de la CGEM, à faire preuve du sens de la responsabilité et à proposer des mesures d'urgence pour sauver notre tissu productif et pour accélérer le plus rapidement possible le redémarrage de notre activité, de notre économie. Mais pour cela, il faut des décisions courageuses de part et d'autre, du gouvernement, du patronat, des banques, de l'audace, de l'innovation en matière de politique économique, en matière de politique budgétaire, politique fiscale, politique monétaire, politique de crédit et en matière également de choix d'investissement et d'investissement du secteur privé. Pour cela, il faut de la volonté et de la confiance. De l'audace et de la solidarité. Absolument, tout à fait. Ce qui nous permettra de franchir ce cap. Tout à fait. Avec obstacle. Merci. Mais il faut être volontariste. Je reste volontariste, je reste optimiste, mais exigeant d'abord vis-à-vis de moi-même. Effectivement, vous avez dit tout à l'heure, je pense que c'était l'heure de vérité, c'est l'effet miroir. On voit bien qu'aujourd'hui, sur les 200 pays confinés, tout le monde, voilà, il y en a qui vont arriver à repartir plus vite que les autres. Il y en a qui arriveront à repartir moins vite que les autres, et il y en a d'autres qui seront recalés. C'est ce que disent aussi beaucoup d'économistes à travers le monde. Donc autant monter dans le bon wagon et puis travailler. Et merci à vous en tout cas. Merci de l'invitation. Qui a assumé une fois de plus la plénitude de ses responsabilités en acceptant de venir débattre une fois de plus dans l'Info en face et en partageant, je vous remercie d'ailleurs une fois de plus, votre expertise aussi au service du collectif et de la conscience collective. Et de l'action collective. Et de l'action collective. Conscience, j'ai insisté sur conscience parce que Dami en français c'est conscience. Absolument. Merci en tout cas à vous. Merci, c'est Rachid de l'invitation. Et à très bientôt. À bientôt.